Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Philippe Vardon, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs. Ravi de vous retrouver dans un grand entretien plutôt que dans une courte chronique, ça change. J'espère que je ne vous lasserai pas dans le grand entretien. Bah non, on va parler des frères musulmans, donc on ne se lasse jamais. Je sais que les auditeurs. On aimerait bien en parler aussi. moins ou moins longtemps. Oui, mais certes. Bon, alors, déjà, peut-être commencer justement par expliquer aux auditeurs ce qui vous amène, puisqu'on a choisi d'élargir le sujet à l'implantation des frères musulmans en France, chers auditeurs. Mais initialement, Philippe Vardon voulait nous parler de quelque chose de beaucoup plus local, puisqu'il s'agissait donc de cette implantation des frères musulmans dans les Alpes-Maritimes, dont vous êtes conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et conseiller municipal d'opposition à Nice depuis 10 ans. C'est l'occasion de le rappeler. Donc évidemment, le sujet vous concerne. Et oui, Charles Liselotte, je pense que l'exemple parle toujours mieux que la généralité. Il y a, chers auditeurs, à Nice, et je pense que tout le monde n'en a pas la perception, 18 voire 19 mosquées selon comment l'on compte. Et vous le savez, c'est un combat ancien qui m'anime contre l'islamisation de notre continent, de notre pays, de ma ville, bien sûr en particulier, considérant que chacun doit faire sa part du combat là où il est, et la dénonciation de cette implantation islamiste dans ma ville de Nice est un combat qui m'anime depuis presque 2 décennies désormais. Mais jusque-là, il y avait toujours l'idée que c'était Philippe Vardon qui avait ses obsessions, qui voyait des frères musulmans partout dans toutes les mosquées. Eh bien, j'ai désormais l'onction de la République. L'onction administrative, l'onction de l'État, puisque j'ai révélé effectivement jeudi dernier, jour funeste des terribles attentats de Paris, de commémoration des attentats de Paris, un courrier du préfet des Alpes-Maritimes m'informant, à la suite d'une de mes démarches, qu'il y avait à Nice 10 mosquées liées aux frères musulmans. Un courrier où il est écrit noir sur blanc, de la main du préfet représentant de la République dans les Alpes-Maritimes, qu'il y a à Nice 10 mosquées liées aux frères musulmans, 10 mosquées et un collège même, d'ailleurs. Désormais, ce n'est plus du complotisme. Alors désormais, exactement, c'est plus Philippe Vardon qui voit le mal partout, qui effectivement est obsédé par les frères musulmans qui voudraient voir des Hani Ramadan et des Karadawi partout. Non, désormais, c'est la République qui dit comme Philippe Vardon. Un peu plus tard que Philippe Vardon, très tardivement, mais c'est éminemment important, puisqu'en effet, c'est un argument de plus, bien sûr, et c'est un argument, en l'espèce, un argument d'autorité. Alors, je dois le dire, en réalité, moi, j'en vois quand même un petit peu plus que le préfet des Alpes-Maritimes, puisque lui, dans son courrier, me dit qu'en fait, il y a 6 mosquées qui sont liées directement à la déclinaison locale de musulmans de France, qui est l'ex-UOIF. Les gens sont plus habitués, sans doute les auditeurs, à entendre le vocable du OIF, qui est un peu la représentation officielle des frères musulmans dans notre pays. Donc 6 mosquées directement liées à l'ex-UOIF et 4 qui sont dans une fédération un peu intermédiaire. Bon, en réalité, moi qui travaille sur le dossier depuis longtemps, j'ai consacré un ouvrage il y a près de 10 ans de cela. Je sais qu'il y a aussi d'autres mosquées qui sont sous influence doctrinale des frères musulmans et d'ailleurs on assiste un peu à cela dans tout le pays. Il y a aujourd'hui une forme d'hybridation de l'islamisme. On parle, vous avez déjà entendu cette expression par exemple de salafo-frérisme, avec souvent chez les jeunes à la fois la fréquentation de mosquées plutôt fréristes, mais aussi la soumission à des imams internet, à des contenus de réseaux sociaux, parfois d'ailleurs en provenance aussi de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont plutôt d'obédience salafiste, et puis chacun fait un peu sa tambouille. Vous savez qu'il y a aussi cette spécificité en islam de ne pas avoir de clergé déterminé, et on assiste à cette hybridation, et par exemple, on a vu ces dernières années un rapprochement aussi entre la grande mosquée de Paris, donc le régime algérien en réalité, et les frères musulmans, et ainsi une des mosquées
qui a été les plus actives dans le relais de la doctrine des frères musulmans à Nice. C'est une mosquée qui est liée à la grande mosquée de Paris, dans le quartier où j'ai grandi, le quartier des Moulins, et qui a reçu par exemple le Hani Ramadan, qui est désormais interdit de territoire, qui n'est autre que le frère de Tariq Ramadan, mais surtout le petit-fils du fondateur des frères musulmans. Et cette mosquée-là, par exemple, n'apparaît pas dans le décompte du préfet. Donc, moi, j'irai un petit peu plus loin, mais bien sûr, la révélation, la confirmation plutôt de ces chiffres et la révélation de ce courrier est une étape importante dans mon combat qui m'a permis, notamment auprès des médias locaux, qui jusque-là utilisaient beaucoup de conditionnels. Vous savez, on est toujours, quand c'est notre parole, c'est toujours le conditionnel qui est utilisé. Ce qui est d'ailleurs terrible sur le plan journalistique, puisqu'en réalité, normalement, le responsable politique vient, dit quelque chose, le journaliste vérifie, infirme ou confirme, mais l'utilisation permanente du conditionnel est une façon quand même d'expliquer que nous, ce qu'on dirait, jamais très sérieux. Bah là, c'est extrêmement sérieux et on en a la démonstration et ça m'a permis de faire le tour de France 3, de Nice Matin, etc., qui, j'espère, utiliseront un petit peu moins le conditionnel désormais, puisque c'est le préfet qui le dit. Oui. Effectivement, on imagine que ça doit être un grand soulagement et puis surtout on espère que ça va déboucher sur des décisions politiques. On va y revenir dans un instant, Philippe Vardon, mais avant cela, j'aimerais insister sur un point, vous l'avez dit, c'est extrêmement compliqué en fait de décompter ces lieux d'influence frériste puisque aujourd'hui ils ont un tel réseau qu'en réalité ils peuvent influencer évidemment des mosquées même quand c'est pas affiché officiellement, mais ils peuvent aussi influencer des écoles, ils peuvent influencer peut-être des formateurs, ils peuvent influencer simplement des familles. Alors comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de cette pieuvre ? C'est vrai qu'effectivement le décompte est un peu difficile et toujours un petit peu périlleux parce que parfois on peut même avoir l'impression, finalement, quand on l'exprime au niveau national, que finalement la menace n'est pas si énorme. Dans le rapport qui avait été commandé, vous vous en souvenez, par le gouvernement sur les frères musulmans, on faisait état d'à peu près 300 mosquées liées aux frères musulmans. En réalité, il y en a beaucoup plus. Ce qui serait déjà pas mal d'ailleurs. Ce qui serait déjà non seulement pas mal, mais beaucoup trop surtout. Et en gros de 100 000 fidèles qui seraient soumis de manière régulière à la doctrine des frères musulmans. Les chiffres, on va le voir, et je pense qu'on dira un mot du sondage qui a été révélé hier soir, qui vient nourrir cette discussion et nous donner tant d'arguments supplémentaires face à cette menace islamiste. Mais en réalité, c'est sans doute beaucoup plus, mais vous avez raison. La spécificité des frères musulmans, c'est justement d'irriguer partout. Et parler à Nice uniquement de ces 10 mosquées serait une erreur. On doit élargir à d'autres mosquées. Parler uniquement de ce collège serait là aussi une erreur, parce qu'il n'y a même pas que ce collège. Il y a aussi des écoles coraniques qui sont liées aux mosquées. Il y a l'association des jeunes musulmans de France, qui est l'implantation la plus historique en réalité des frères musulmans, avec les étudiants musulmans de France qui ont été la première implantation et qui a ensuite donné lieu à la création de l'UOIF. Et par exemple, cette association des jeunes musulmans de France, elle est traitée en municipalité, où elle l'a été, en tout cas, jusqu'à ce que j'insiste très lourdement, à de nombreuses reprises, comme une association culturelle, sportive, une association de jeunesse, tant et si bien que, par exemple, dans la mandature précédente, cette association a même été subventionnée au titre de subvention sportive, parce que les jeunes musulmans de France organisaient un tournoi de foot dans le quartier de l'Ariane, et donc on subventionne, c'est une activité sportive. Oui, enfin c'est une activité sportive organisée par des islamistes. Cette association, elle a été reçue par une sénatrice au Sénat. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aussi largement dénoncé depuis des années, et encore une fois, encore plus à l'appui de ce courrier de confirmation du préfet. C'est que le vrai problème, c'est aussi qu'on a face à nous des pouvoirs publics, des collectivités locales, des élus, qui sont souvent complices dans un certain cas, dans beaucoup d'autres cas un peu complaisant et très souvent ignorant aussi. Et je dois le dire, moi j'ai eu affaire à plusieurs reprises à des élus locaux dont je voyais qu'ils ne comprenaient pas. Et il y a là aussi un enjeu quasiment d'information de nos élus qui, vous le savez, vous l'avez dit, je suis élu local depuis 10 ans, conseiller régional, conseiller municipal et métropolitain de Nice. Pour beaucoup d'élus locaux, ou pour un certain nombre, je ne ferai pas insulte à tous au moment du salon des maires, la tâche d'élu local, c'est une tâche qui demande beaucoup d'investissement, qui est très prenante. Les élus locaux, en particulier dans les petites communes, sont très mal payés. Mais dès que vous rentrez dans la logique des communes un peu plus importantes, la loi, c'est le clientélisme.
Et moi, je suis confronté depuis des années à des élus qui gèrent les frères musulmans comme ils gèrent un Claude Boulle par chez nous, ou comme ils gèrent une association de philatélistes. Et finalement, c'est d'ailleurs pour la force des frères musulmans là-dedans, c'est d'ailleurs qu'ils sont organisés et qu'ils sont dès lors un interlocuteur pour des élus locaux. Là où auparavant on pouvait avoir un islam un peu explosé, avec des imams qui n'avaient pas trop de maîtrise du sujet politique, etc. Et j'ai vu petit à petit, dans les mosquées niçoises, des imams, des imams du bled, être remplacés par des imams beaucoup plus politiques, liés aux frères musulmans, mais aussi qui étaient de meilleurs interlocuteurs, capables d'aller à la rencontre de la municipalité, même de régler parfois certains problèmes. Quand on a eu des prières de rue à Nice, dans le centre-ville, ceux qui ont réglé le problème, ce sont les frères musulmans. Ouais. Il n'y a plus de prières de rue. Par contre, ils ont récupéré la maîtrise de la mosquée. Ils l'ont même agrandie. C'est une maîtrise qui était dans des locaux municipaux. Voilà. Et c'est une des façons dont avancent aussi les frères musulmans, et en face avec des élus qui se disent « Oh, bah, il n'y a plus de prières de rue. Tout va bien ». Mais entre-temps, on est juste passé d'un imam, encore une fois, un imam du bled avec une dangerosité politico-religieuse très limitée, à des gens qui sont extrêmement structurés, vous l'avez dit, qui savent ce qu'ils font et qui représentent une menace existentielle pour notre pays. Et on le voit dans le sondage qui a été révélé hier, le sondage de l'IFOP pour Écran de Veille, on se retrouve aujourd'hui avec 42% des jeunes musulmans qui disent qu'ils ont de la sympathie pour les islamistes. Quasiment la moitié des jeunes musulmans. Et parmi ceux-ci, quand on rentre dans le détail, parce que le détail est fait dans le sondage, un tiers d'entre eux qui disent qu'ils ont de la sympathie pour les frères musulmans. Et d'ailleurs, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que très peu, parmi les musulmans de France, aujourd'hui, ne savent pas ce que sont les frères musulmans. Il y a 10 ans, ils les connaissaient beaucoup moins. Il y a 20 ans, j'en parle même pas. C'est d'ailleurs intéressant parce que cette étude, elle est là sur le temps long. Et je vais même plus loin, on disait tout à l'heure, dans le rapport gouvernemental, on évoquait en gros 100 000 fidèles musulmans qui seraient soumis de manière régulière à la doctrine des frères musulmans. En fait, dans ce sondage-là, on a aussi 3% de musulmans qui disent qu'ils ont de la sympathie pour les djihadistes. 3% de musulmans qui disent qu'ils ont de la sympathie pour les djihadistes. Qui l'assument, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Exactement, mais vous avez raison. Toutes ces questions-là, il faut quand même s'imaginer qu'on a des gens qui sont... c'est un questionnaire qui a été fait par téléphone, c'est pas en plus de l'auto-administré. Donc on a des gens qui, tranquillement, au téléphone, vous disent « Ah oui, moi j'ai de la sympathie pour tel courant islamiste, j'ai de la sympathie pour les frères musulmans », et 3% d'entre eux assument de dire « J'ai de la sympathie pour les djihadistes », sauf que ramener... au nombre de musulmans présents sur notre territoire, c'est d'ailleurs un article du Point hier soir qui le dit, ça fait déjà 150 000 personnes. 150 000 personnes qui sont capables d'assumer d'avoir de la sympathie pour les djihadistes. Et toute cette enquête d'opinion, qui est pas, là aussi, c'est pas source Radio Courtoisie ou Philippe Vardon, c'est une enquête de l'IFOP, qui est l'institut de sondage de référence. Cela dit, on vérifie toujours nos sources. En France, oui, mais on a... Non, mais en tout cas... on sait bien que c'est pris au sérieux, étonnamment. Exactement. Et là aussi, d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai eu de ce côté... cette confirmation via l'onction préfectorale, mais là ce sondage est aussi, je dirais il nous appartient à nous militants de l'identité et de la persistance de la France et de l'Europe, quasiment d'en apprendre les chiffres par cœur, parce qu'encore une fois, c'est pas Philippe Vardon qui le dit, ce sont les musulmans qui répondent et qui nous disent donc pour quasiment la moitié des jeunes qu'ils ont de la sympathie pour les islamistes. Et là, on voit ce qui est dingue, ce travail qui a été fait et qu'on a laissé faire. Puisqu'en plus, on s'aperçoit dans ce sondage que finalement, on a une réislamisation de notre islamisation. Les jeunes musulmans qui sont nés de pères français ou qui sont nés français sont plus radicaux dans leur réponse que les jeunes musulmans qui ont un père étranger, ou que ceux qui ont acquis la nationalité française. C'est Marion Maréchal qui commentait hier, elle disait non seulement on a de plus en plus de musulmans, mais ils sont de plus en plus radicaux. Et ça appelle à l'action. Vous le disiez, on est toujours face aux frères musulmans un peu démunis sur comment les catégoriser. Et puis
in fine, comment les combattre. C'est vrai que nous, avec Identité Liberté et Marion Maréchal, on défend une position très claire, que Marion a d'ailleurs rappelé au Parlement européen la semaine dernière, en imposant un débat sur la commémoration des attentats du 13 novembre. Nous, on souhaite l'interdiction des frères musulmans. L'interdiction, c'est-à-dire l'interdiction de la diffusion de leur idéologie. Et c'est ça le marqueur. En réalité, si moi j'arrive depuis des années à aller trouver telle association, telle mosquée, c'est parce qu'il y a des références, il y a des choses très claires. Quand vous avez une mosquée, elle a beau ne pas être affiliée à l'ex-UOIF, mais à la Grande Mosquée de Paris, mais qui invite Annie Ramadan dans sa mosquée, a priori, c'est qu'elle est connectée avec ce monde-là. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les références, les citations. C'est un travail de mise en relation qu'ils n'ont pas du tout de mal à faire quand il s'agit d'interdire des mouvements ou des associations identitaires ou patriotes, par ailleurs. Ah oui, effectivement, le travail d'identification ou d'association qui est A connaît B, B connaît C, donc A est responsable de ce que fait C. Voilà. Ça, ils connaissent bien. Mais là, c'est vrai qu'on prend un peu plus de pincettes, alors que de manière évidente, on peut identifier. Et à partir du moment où on fait le choix de criminaliser la diffusion, l'idéologie, en interdisant les frères musulmans, ça veut dire qu'on peut aller ensuite dire telle association, on la subventionne pas. Telle mosquée, on la ferme parce qu'ils diffusent cette idéologie. L'interdiction des frères musulmans, elle existe dans plusieurs pays musulmans. A priori, ils connaissent bien le sujet, mais elle existe aussi en Autriche, en Europe, et on voit que les États-Unis sont aussi sur le point de considérer les frères musulmans comme une organisation terroriste. On a beaucoup entendu parler du Hamas depuis le 7 octobre. Je rappelle que la matrice du Hamas, ce sont les frères musulmans. C'est même le fils d'Hassan al-Banna qui a implanté les frères musulmans en Palestine, ce qui va donner ensuite le Hamas. Donc tout ça est quand même pas si difficile à identifier. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est du courage politique. On est avec Philippe Vardon, chers auditeurs, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et conseiller municipal d'opposition à Nice depuis 10 ans. Vous le savez aussi, chroniqueur sur Ligne Droite, par ailleurs. Et on discute donc de cette implantation des frères musulmans en France. Vous le disiez, Philippe Vardon, il faut aussi du courage politique. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a encore un énorme tabou sur cette... la façon dont nos hommes politiques pourraient ou devraient prendre des décisions qui touchent à la sphère religieuse, et ça nourrit une forme de tabou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dire les frères musulmans sont des islamistes, vous l'affirmez à notre antenne, certains ont du mal à le faire, ont peur, vont se dire ok, mais est-ce que je vais pas me retrouver devant un tribunal à devoir me justifier, donc déjà j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi les frères musulmans sont effectivement islamistes, et puis ensuite voilà, nous peut-être décortiquer cette question du tabou et savoir comment est-ce qu'on y met un terme. D'abord, permettez-moi de rebondir sur ce que vous disiez sur les tribunaux. C'est une réalité. Il y a ce qu'Alexandre Delval lui-même a appelé le djihad judiciaire, en disant que c'est un djihad qui n'a pas vocation à couper les têtes, mais à couper les langues, c'est-à-dire à faire taire. C'est une réalité. Marion Maréchal a gagné un procès la semaine dernière contre une école liée aux frères musulmans à Valence, qui lui reprochait d'avoir dit tout simplement la vérité. Elle a gagné ce procès. Elle sera au mois de décembre au tribunal face à l'IESH, l'Institut d'études en sciences humaines, qui porte plutôt mal son nom, puisque c'était le centre de formation des frères musulmans en France, et un des principaux en Europe, et elle a participé à obtenir sa fermeture. Et aujourd'hui même, au moment où on se parle, c'est Pascal Le Petit, qui est le lanceur d'alerte dans la Nièvre, là où est installé cet IESH, qui lui aussi est au tribunal avec Nicolas Dupont-Aignan pour avoir dénoncé cet institut. Donc il y a un véritable djihad judiciaire qui est mis. Alors qu'entre-temps, il a fermé. Et alors qu'entre-temps, cet institut a été fermé par décision de l'État. D'ailleurs, on voit que tout ça n'a pas beaucoup de cohérence. Je pense aussi à quelqu'un comme Damien Rieu qui enchaîne les procès, et je le dis aussi à tous nos éditeurs, soutenez tous ceux qui se battent sur le terrain politique, sur le terrain militant, sur le terrain activiste, parce qu'on a en face de nous des gens qui sont très organisés, qui ont des moyens financiers, on sait tous à peu près d'où ça vient, c'est aussi l'argent du pétrole qui finance l'islamisation de notre pays, mais aussi son islamistisation, et tous ces réseaux-là. Et bien sûr que c'est ce djihad judiciaire, pour reprendre ce terme, il est aussi mené pour épuiser
les opposants, parce que c'est pas agréable, même quand vous savez que vous allez gagner un procès. J'en ai eu largement ma part aussi, comme un certain nombre de nos amis. C'est jamais très agréable, puis ce sont des frais. C'est évidemment des frais d'avocat, des frais de justice. Quand vous devez faire, par exemple, vous me disiez comment vous démontrez que ces gens sont des islamistes, et vous allez faire des constats d'huissier, vous allez montrer que sur les réseaux sociaux de telle association, telle personnalité, telle école, il y a la reprise de certains propagandistes, imams de cette mouvance, mais les constats d'huissier, c'est plusieurs centaines d'euros pour chaque constat, et tout ça a un coût, vous devez vous déplacer à vos procès, etc. Et en face, vous avez des gens qui ont des ressources très importantes et qui se servent évidemment de cela pour vous faire taire, pour vous réduire au silence, et un certain nombre, c'est vrai, d'acteurs publics préfèrent se taire. Et puis, on parle là de la version djihad judiciaire, mais on sait aussi, je pense à quelqu'un comme Florence Bergeau-Blaclair, qui est en première ligne dans l'étude, l'analyse, elle nous donne des munitions aussi dans ce combat, qui vit sous protection policière. Et c'est très très dur d'avoir une protection policière, y compris quand vous êtes en première ligne. Je repense à quelqu'un comme Damien Rieu, par exemple, qui est menacé de manière quotidienne, et qui est clairement une cible. Il n'a pas de protection. Donc évidemment qu'on se pose aussi la question, et puis quand on a des responsabilités publiques, on est facile à trouver, et quand derrière on a une famille, donc tout ça c'est quand même une pression évidemment énorme. On sait quelle est la menace. Moi je suis l'élu d'une ville martyre, qui a été frappée en réalité même 3 fois par des attentats. Donc tout ça c'est aussi une réalité, et ça explique cela. Et puis il y a, c'est vrai, une méconnaissance. Moi je suis frappé, y compris parfois dans les rangs de la droite nationale, par une méconnaissance absolue de ces sujets. Aujourd'hui, il y a de la documentation, il y a des livres qui existent. J'ai cité Florence Bergeau-Blaclair. Il y a beaucoup de gens qui font ce travail. Je pense à l'Observatoire de l'islamisation avec Joachim Veliokas. Beaucoup de choses sont trouvables. Les frères musulmans, en réalité, c'est un peu la matrice de tous les islamismes modernes. Je cite souvent cet exemple parce que c'est le plus connu, mais le livre de chevet d'Oussama Ben Laden, c'était un livre de Saïd Qutb, qui est le deuxième grand doctrinaire des frères musulmans après le fondateur Hassan al-Banna. Et pourtant, tout cela est très disponible. Pour l'anecdote, malheureusement on vit dans un pays où on enchaîne les commémorations d'attentats. J'étais avec les élus de notre groupe il y a 15 jours de cela, à la commémoration pour les 5 ans des attentats de la basilique de Nice, où vous en souvenez, chers auditeurs, 3 chrétiens ont été égorgés au petit matin par un clandestin tunisien qui est venu tuer dans notre pays et donc dans cette basilique Notre-Dame à Nice. On était face à la basilique, la commémoration se termine, et quand on se tourne, on a en fait sur cette avenue Jean Médecin, qui est la grande avenue de Nice, un très grand magasin, une implantation historique de la Fnac. On venait de commémorer la mort, le martyre de ces 3 chrétiens victimes de l'islamisme. Si vous allez maintenant sur le site de la Fnac, vous trouvez toute la propagande frériste à dispo. Vous aurez les livres, des livres d'Annie Ramadan, des livres d'Al-Qaradawi qui justifiaient les attentats suicides, y compris contre des enfants. C'est à dispo. Et donc finalement, on voit qu'on a cette espèce de parallèle permanent où en même temps, on a assisté au discours de toutes les huiles, de toutes les autorités qui, la main sur le cœur, juraient que le combat, attention, etc. Bon, là aussi, en n'utilisant pas toujours les bons termes, puisque moi j'ai entendu expliquer que le terroriste qui vient frapper dans une église et tuer 3 chrétiens, c'était pour s'en prendre au vivre ensemble et bien sûr à la tolérance universelle de notre société d'accueil, etc. Je pense que si on avait été un petit peu moins tolérant et un petit peu moins société d'accueil, il ne serait pas arrivé jusque dans cette église. Mais passons. Et donc on voit que ce combat n'est clairement pas mené. On a eu ce rapport gouvernemental qui était assez juste sur ses analyses, même si finalement un petit peu timoré d'ailleurs, mais dont les conclusions étaient absolument délirantes. En réalité, pour combattre les frères musulmans, il fallait reconnaître l'État de Palestine et généraliser l'enseignement de l'arabe. Parce que comme ça, ils n'iraient plus dans des écoles coraniques, etc. Alors que comme je l'expliquais lors de la conférence de presse la semaine dernière, où j'ai révélé ce courrier du préfet, en réalité, puisqu'un des journalistes présents me disait « Ah mais oui, mais
est-ce que si vous fermez les mosquées des frères musulmans, ce qui est votre objectif, monsieur Vardon, on va pas revenir à l'islam des caves. Mais mon cher ami, les deux ne s'annulent pas. Ça se cumule en réalité. Et aujourd'hui, vous avez les mosquées des frères musulmans qui bénéficient d'une reconnaissance institutionnelle. L'UOIF a été installé à la table de la République, dans les ministères de l'Intérieur. L'imam, le chef des frères musulmans niçois, l'imam central de l'UOIF à Nice, a fait son petit selfie avec plusieurs ministres de l'Intérieur. Et donc tout cela se cumule. On a à la fois ce qu'on appelle l'islam des caves, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais on va dire un islam salafiste et aussi ces mosquées. Et quand on a fait dans certaines communes, je pense à Villeurbanne, on avait la grande mosquée centrale, celle qui est censée du coup tout apaiser, permettre de tout contrôler. Ça n'a pas empêché que les fils de l'imam aillent mener le djihad en Irak et en Syrie. Donc encore une fois, tout ça se cumule. Et puis on voit qu'on est aussi sur ce relativisme où on n'ose pas dire que quand un terroriste islamiste vient dans une église, il vient tuer non pas la tolérance, mais il vient tuer des chrétiens. Il vient s'attaquer à ce qu'on est. Je rappelle que dans le Dabiq, qui était le journal de Daesh, nous sommes désignés comme les croisés. Voilà, on a face à nous des gens qui ont de la mémoire et qui nous désignent comme les croisés, qui nous désignent pas comme les républicains tolérants universalistes de SOS Racisme. Et donc la cible chez eux est clairement désignée, et il faut en face de cela être absolument intraitable. Quand on voit le sondage, encore une fois, les résultats de ce sondage de l'IFOP, ça nous amène, on doit avoir une réaction non seulement très vive, très forte, mais extrêmement rapide. Parce que si nous ne l'avons pas, ce sont nos enfants qui auront à faire face. Encore une fois, les moins de 25 ans dans ce sondage sont 42% à avoir des sympathies islamistes. Refaisons le même sondage dans 5 ans, ils seront 52%. Et moi, je veux pas que mes enfants aient à faire face à plusieurs millions de sympathisants des frères musulmans sur notre sol. Parce que là, pour reprendre la fameuse formule de feu le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ce qui est sûr, c'est que là, ça sera plus côte à côte. Voilà, ça n'existe pas. La cohabitation pacifique, modèle vivre ensemble, avec des millions de sympathisants des frères musulmans et des centaines de milliers de sympathisants djihadistes, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Donc il faut une réaction non seulement très forte, très vive, mais absolument urgente. On n'a même pas quelques années devant nous là. Ouais. Le combat est là, clairement. On continue d'en discuter avec vous, Philippe Vardon, dans quelques instants. On fait une petite pause avec la chronique de Richard de Sèze et puis on terminera cette discussion à 3. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Et on parlait de l'implantation des frères musulmans en France. Même en Europe, je vois que Richard, vous avez préparé de la documentation sur grande feuille A3. Oui, je me suis. Alors d'abord, le sujet est vaste. Je m'excuse vis-à-vis de la forêt que j'ai absolument ruiné. C'est fichu. À cause de moi, on va être obligé de replanter tout Persigné ou presque. J'ai été évidemment, comme Philippe, absolument fasciné par cette étude. Et donc, j'ai imprimé la très grosse infographie. Je ne sais pas si vous l'aviez trouvée, Philippe. Si, et voilà. En plus petit. Voilà. Donc, j'ai pas les moyens de la radio. Alors, nous n'avons aucun moyen, je tiens à le répéter. Non, oui, si vous faites des dons, ça servira à autre chose que imprimer les feuilles à 3 Richard de Sèze. Et c'est absolument stupéfiant, et notamment la manière dont on nous explique qu'il y a une capacité croissante de l'islam à fixer des règles de vie quotidienne des individus. Et là, c'est ce qui m'a le plus effrayé. C'est pas tellement la proportion de musulmans, qui d'ailleurs est minimisée par l'IFOP, qui explique qu'il n'y a pas plus de grands remplacements que de beurre en broche avec leurs calculs à eux, où on a l'impression qu'ils distinguent, ils regardent le nombre de musulmans en France, et en fait, ce qui n'est pas exactement que le nombre de personnes issues de l'immigration ou immigrées. Donc déjà, il y a un léger écart où ils se focalisent sur la religion au lieu de regarder la culture. Mais il y a surtout ce côté, d'absolutisme. 65% des musulmans pensent que c'est plutôt la religion qui a raison. Un musulman sur deux, 46%, estiment que la loi islamique doit être appliquée dans les pays où ils vivent. Voilà. Contre donc 15%
intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit. 15% estiment que la charia doit être appliquée intégralement. Et la question est posée en ces termes. La charia, et 15% estiment qu'elle doit être appliquée intégralement. Il y en a aussi 51% qui disent qu'en cas de conflit entre la charia et les lois françaises en matière d'héritage et de mariage, par exemple, 51% de l'ensemble des musulmans, on n'est même plus sur les plus jeunes qui sont les plus radicaux là, estiment que c'est la charia qui l'emporte. Alors j'avais cette discussion hier soir, on me disait oui mais enfin les catholiques aussi finalement, si on leur dit est-ce que c'est Dieu au-dessus, ils vont avoir tendance à dire plutôt oui, mais là on n'est pas exactement dans ça, c'est en réalité là on n'est pas sur un conflit religieux justement, on est sur un conflit entre deux lois. Et c'est là que souvent, vous savez, c'est cette fameuse formule, on a tendance à penser que l'islam, ça serait un christianisme en arabe. C'est pas exactement ça le sujet. Là, on est face à deux lois, et il y a deux codes civils, en fait, qui s'opposent. Et dans l'opposition entre ces deux codes civils, 51% des répondants, des musulmans qui répondent à cette enquête, me disent, mais moi, s'il y a conflit en matière d'héritage, donc on est matière d'héritage, matière de mariage, dans des choses vraiment, vous avez raison, Richard, du quotidien, de la vie quotidienne, bah moi, c'est la charia qui l'emporte. Donc ce qui veut dire qu'entre le juge du tribunal administratif et l'imam de la mosquée d'à côté, c'est l'imam qui dit la loi, c'est pas le juge. Voilà, et ça veut dire surtout qu'on est en train de développer, comme d'habitude, une société parallèle qui a décidé d'avoir ses propres codes. Moi, je trouve ça fascinant parce que j'ai l'impression de revenir au temps de la colonisation du Maroc et de l'Algérie, ou à la manière dont dans les Indes occidentales, la Hollande faisait subsister deux droits parallèles, mais comme typique de certains empires coloniaux. Donc il y a le droit coutumier et il y a le droit de la nation qui a conquis ces territoires, et on adaptait, on voyait, parce qu'effectivement, il ne fallait pas faire en sorte que les populations qui ont l'habitude d'un code se fassent imposer un autre code. Là, c'est carrément, les gens débarquent, ils installent leur propre code, et bientôt, ils sont en train de nous dire... alors je parle comme l'IFOP, une vision intégraliste de la charia, comme si la charia c'était un truc où t'étais pas déjà un peu intégriste, entre couper les mains des voleurs et ce genre de choses, j'invente rien. On pourrait croire que je caricature. Voilà, donc là aussi, allez dans les librairies musulmanes, regardez les manuels, vous allez être surpris. Allez d'ailleurs dans les écoles tenues par les frères musulmans que Marion Maréchal et vous-même avez. Ou simplement à la FNAC, ou à l'Assemblée nationale. Voilà, je voulais pas faire de pub à la FNAC, mais non, mais c'est de la mauvaise pub en l'occurrence. Et on voit, Richard, ce qui est impressionnant, c'est effectivement cette radicalisation chez les plus jeunes. Parce qu'on voit, par exemple, moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, la fréquentation des mosquées chez les jeunes par rapport à l'enquête enfin, la première enquête qui avait été faite, c'est 98, je crois, de mémoire. Donc, l'évolution entre 98 et aujourd'hui, on est passé de 7% de fréquentation des mosquées à 40%. 7% à 40%. Sur le port du voile chez les plus jeunes, on est à l'aise sur un x3. Avec aujourd'hui 45% des jeunes musulmanes. Donc là aussi, près de la moitié. Donc, chers auditeurs, c'est pas vous qui avez des hallucinations visuelles quand vous vous dites, mais dis donc, j'ai l'impression quand même que dans le quartier, qu'à la sortie de l'école, il y a quand même de plus en plus de jeunes musulmanes voilés. C'est un fait, multiplication par 3 depuis 98 à 45%. De 16 à 45% entre 2003 et 2025. Voilà, et alors, elle le respecte, pourquoi ? Pour respecter une obligation religieuse. Les gens nous expliquent, ah oui mais tu comprends, c'est son choix, en fait, mais non pas du tout, c'est une mode discrète. En fait, le voile c'est sympa, ça te permet de couvrir les cheveux, il y a des motifs imprimés qui sont absolument géniaux. Non. Ou même ils expliquent que c'est la pudeur des jeunes filles, comme toute adolescente, pour en avoir un peu, qu'elle se sent plus protégée par son voile. Voilà. C'est un argument. 44% pour ne pas attirer sur elle le regard des hommes. 15% pour ne pas être perçue comme une femme impudique. Et à ça, Marine Tondelier vous répondra quand le député Identité Liberté Eddy Casterman révèle les fillettes voilées à l'Assemblée nationale. Marine Tondelier dit qu'on lâche la grappe aux femmes. Qu'on lâche la grappe aux femmes, c'est les femmes qui portent le voile pour ne pas susciter la tentation à 11 ans. On parle de gamines voilées en l'espèce chez les hommes, ce qui serait déjà un sujet civilisationnel, d'expliquer que si on voit vos cheveux, ça suscite la tentation chez les hommes, il faut faire très, très attention. C'est quand même des hommes qui n'ont pas été très éduqués au fameux vivre ensemble, manifestement. En tout cas, c'est les hommes qui sont aveugles depuis 20 ou 30 ans ou 50 ans en France, parce que moi, quand je suis petit, la mini-jupe est apparue, donc il m'en faut un peu plus que de voir des cheveux.
Je suis rassuré d'un coup, vraiment, merci messieurs. Non, mais et on voit vraiment qu'on a cette réislamisation sur notre sol. Et là, on a en fait vraiment la convergence des deux phénomènes. Et si on veut y apporter une réponse, ça peut se passer qu'à ces deux étages-là. L'immigration massive en provenance de pays islamiques, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers au moment où on se parle chaque année. Et d'ailleurs, qui là aussi connaît une accélération exponentielle. Et on le sait très bien. Et aujourd'hui, tout cela est très, 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 très largement documenté aussi, avec une accélération sur les 10 dernières années. Au bilan d'Emmanuel Macron, il n'y a pas que cette réindustrialisation florissante. Il y a d'autres domaines où il a été particulièrement performant et l'immigration en fait partie. Et puis de l'autre côté, en plus sur notre sol, des islamistes qui avancent, mais tranquillement, avec, encore une fois, la complicité, la complaisance, l'ignorance des acteurs en face. Et on voit, et alors là, la gauche a opéré son retournement absolu, puisqu'aujourd'hui, donc, la patronne d'Europe Écologie, quand on lui dit, mais enfin, quand même, des gamines de 11 ans voilées, est-ce qu'on est sûr que vraiment, elle dit, hop, c'est du féminisme. Ouais. Et on se retrouve avec, je disais tout à l'heure, mon voile, mon choix. C'était les campagnes, on s'en souvient, de la Commission européenne. Mon voile, mon choix, la liberté dans le hijab. Et donc, en retournement absolu, ou si vous vous dites, mais enfin, il y a peut-être un problème si on est obligé de voiler des gamines pour pas susciter la tentation chez les hommes, il y a un truc qui est déréglé, là, qui fonctionne pas. Dites, hop, qui es-tu pour décider à leur place. Et donc on est dans le retournement absolu où en fait le féminisme serait de les laisser le respect de la liberté serait de les laisser porter le voile pour pas susciter la tentation des hommes. Et face à ça, comme on se refuse à dire clairement les choses et à affirmer clairement qui nous sommes et à ne pas dire simplement avec, vous savez, les arguties administrativo, juridiques, d'ailleurs on ne fait pas une loi contre la burqa, on dit toujours oui la loi contre la burqa. C'est pas une loi contre la burqa, c'est une loi contre la dissimulation du visage. Parce qu'il ne faudrait pas stigmatiser la burqa. Faut pas stigmatiser la burqa. Et donc, on se retrouve piégé en permanence parce qu'au bout du chemin, il y a toujours ma liberté, mon choix. Oui, mais au titre de la laïcité, comment ça venez-vous me dire quelque chose ? Et c'est là que je pense, avec Marion Maréchal, qu'il faut aussi avoir le courage de réaffirmer, commencer par dire qui nous sommes. Et dire, en fait, ça, non seulement c'est pas possible parce qu'une loi en a décidé, mais je vais même t'expliquer, c'est pas possible parce que notre civilisation en a décidé. Et que chez nous, en fait, on voile pas la femme. Parce que de la déesse Athéna à la Vierge Marie, en passant par toutes nos héroïnes et nos reines, nous, on a un rapport à la féminité qui est un petit peu différent. Donc, on ne fait pas ça chez nous. C'est pas contraire qu'à nos lois. C'est contraire à, pour le coup, vraiment à ce qui a fait qu'on est capable de vivre ensemble, au vrai sens du terme, et notre civilisation. Et tant qu'on ne mettra pas aussi cela sur la table, et qu'on sera toujours à se réfugier sur le fait religieux, la radicalisation religieuse, et qu'on expliquera que finalement une croix discrète autour du cou et un voile, ça serait la même chose, et que pour finalement pas gêner quand on dit s'il te plaît le voile pas trop, et ben il faut aussi rentrer sa croix. Tant qu'on tiendra dans ce relativisme, en fait on s'enlèvera des armes, et il faut à un moment réaffirmer ce qu'est notre être profond, ce que sont nos racines, notre héritage chrétien, pour pouvoir là aussi ne pas être désarmé, parce qu'aujourd'hui on voit que pour faire face à ce qu'il y a dans ce sondage, c'est pas la laïcité républicaine qui va suffire. Et en plus, il y a quelque chose qui est absolument terrifiant, c'est que on peut dire ah oui, sur l'héritage, sur le mariage, ils sont en train de faire avancer la charia, donc il y a 2 codes civils qui se mettent en place, mais même les positions islamistes, 38% des musulmans vivant en France approuvent les positions islamistes. En 2025, c'est 2 fois plus qu'en 1998. Donc autrement dit, c'est bien, c'est pas juste une ambiance, c'est pas juste un voile, c'est pas juste le burkini, non, c'est fondamentalement, ils sont d'accord avec ce que les islamistes proposent comme projet de société. Et oui, ils sont d'accord, y compris chez les jeunes. Voilà, surtout donc, chez les jeunes. On se retrouve avec les 32% des moins de 25 ans qui se sentent proches du courant de pensée des frères musulmans. C'est même plus les islamistes, c'est les frères musulmans carrément où ils sont 32%, ils ne sont que 16% chez les 50 ans et plus, et 32% chez les moins de 25 ans. Mais voilà, c'est même pas l'ennemi c'est l'ennemi est chez nous, et il est en train de nous expliquer comment ils vont réaménager la place du village.
Voilà, il n'y aura pas de mairie, il y aura un truc qui s'appellera le Conseil musulman, il n'y aura pas d'église, il y aura une mosquée, il n'y aura pas l'épicerie buvette, il y aura une épicerie buvette parce qu'ils ont la même chose chez eux, mais ils y serviront pas la même chose. Mais d'ailleurs, on a aussi, vous parlez de l'épicerie buvette, mais un recul de la consommation d'alcool chez les musulmans. C'est aussi dans l'enquête, et là aussi c'est impressionnant sur le chiffre. Je l'ai pas noté, mais je suis sûr que sur une de vos grandes feuilles, vous devez l'avoir, mais je crois qu'on divise par 2 la consommation d'alcool chez les jeunes musulmans. Donc on voit qu'on a un encadrement. Vous disiez tout à l'heure, Liselotte, c'est quoi l'islamisme ? C'est cet encadrement absolu de tous les segments et avec un projet politique. C'est-à-dire qu'à terme, 1, on encadre la communauté. 2, ce projet-là doit s'appliquer à l'échelle de la société. Et on le voit d'ailleurs dans le sondage, encore une fois, 15% qui disent la charia doit être appliquée intégralement. Ils sont passés de 35 à 12% pour ce qui est la consommation d'alcool. Encore, divisé par 3. Ouais. Divisé par 3. Donc tout ça est extrêmement frappant. C'est un encadrement total. Il y a un côté, à mon avis, légèrement fantasmatique parce que ces jeunes musulmans expliquent qu'ils sont 83% à jeûner pendant tout le ramadan. Donc, quand on passe dans les rues de Paris ou ailleurs, on voit bien effectivement qu'il y a un peu plus de voile, mais on n'a pas l'impression quand même d'une rigueur et d'une pureté absolue. Mais vous avez raison, c'est intéressant. Mais comme on est sur du déclaratif, d'ailleurs, ça veut dire que répondant... À mon avis, ils consomment en effet un petit peu plus d'alcool et voire d'autres substances beaucoup moins légales. Mais en fait, ils répondent cela pour se conformer à ce qu'ils estiment être la norme sociale, la norme supérieure. Donc c'est là que justement le déclaratif est finalement plus intéressant même que le comportement. Parce qu'il dit l'exemple, le modèle, l'image qu'on veut donner de soi. Exactement. Comment ils veulent se représenter publiquement ce qu'ils sont. Je suis vraiment d'accord de voir que ça a été un vrai face-à-face et qu'on est d'accord sur rien, Philippe. Oui, vraiment, je reviendrai. Je pense qu'on pourra discuter plus longuement même de, encore une fois, la responsabilité des institutions et notamment de l'Union européenne, puisque quand on parlait de financement, Philippe Vardon, il y a aussi beaucoup à dire à ce niveau-là. Ça ne vient pas que du pétrole, malheureusement, le financement de tous ces réseaux. Ça vient aussi de notre argent, malgré nous. Des communes jusqu'à l'Union européenne, à tous les étages. Il y a un gros sujet à faire là-dessus et c'est promis, on le traitera. Merci beaucoup Philippe Vardon. Je vous dis à demain, vous avez une chronique, je crois. Je reviens demain, mais moins longtemps, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Non, je suis sûre qu'ils sont ravis. Merci à vous aussi Richard. Et donc, à tout de suite Richard, parce que vous prenez Mériadec Raffray dans quelques instants.